Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis en compagnie de mon amie Anne-Gaëlle Cabral, coach mindset et hydratation. Moi, c'est Virginie Darnaine, je suis coach en gestion comportementale et émotionnelle. Aujourd'hui, on fait suite à notre épisode précédent qui parlait de l'estime de soi. On avait fait un petit teasing pendant l'épisode où c'est que aujourd'hui, on va parler de l'auto-sabotage. Ah Qu'est-ce oui, que c'est que l'auto-sabotage? Alors gros déjà, sujet. c'est un très gros sujet. Je vais pas vous cacher que j'ai dû aller faire quelques petites recherches sur internet parce que non pas que je ne l'ai pas été, mais j'ai tellement enlevé ce mécanisme de mon Défense? quotidien que Ah je oui. ne savais plus à quoi consistait l'auto-sabotage. Donc j'ai été comme obligée d'aller reprendre des petites notes. Puis les petites notes que j'ai trouvées, c'est souvent la pensée limitante que nous ne méritons pas d'être heureux ou de réussir et de là peut découler une autre pensée limitante qui est: «Je n'ai pas le droit au bonheur car on va me l'enlever». Donc tout ça fait en sorte, parce que c'est ça, hein, l'auto-sabotage, souvent ça part de pensées limitantes. Tout ça va faire en sorte qu'on va mettre en place des comportements autodestructeurs. Notamment, on va tendance à se rabaisser. C'est-à-dire qu'on va avoir un discours avec nous-mêmes qui est très dévalorisant. On va avoir tendance à blâmer les autres quand ça tourne mal. C'est-à-dire que c'est pas de notre responsabilité. Si ça tourne mal, c'est à cause des autres. On préfère fuir les problèmes que plutôt de les affronter parce qu'on pense que en prenant la poudre d'escampette, on va éviter le problème. Alors malheureusement, non. C'est peut-être un spoiler, mais on l'a déjà traité dans un autre épisode. C'est-à-dire que Mmh. la fuite ne fait que retarder le problème. À un moment donné, on va recevoir le retour dans la tête. Ça peut être aussi, on va chercher des conflits là où il y en a pas. Parce que forcément, s'il y a un conflit, je vais pouvoir blâmer l'autre et c'est à cause de l'autre que ça ne fonctionne pas. On se dédouane de nos responsabilités et on part dans la fuite. Un aussi qui est assez prédominant dans l'autosabotage, c'est la procrastination. Qui peut même parfois se transformer en art de la procrastination. Mais Anne Gell va nous déconstruire la procrastination et ça, c'est fort intéressant. Et un dernier aussi, bien évidemment, il doit y en avoir d'autres, c'est, la dépendance. Quand je parle de dépendance, c'est dépendance aux drogues, à l'alcool, qui fait qu'on va tomber dans l'autodestruction. Parce que si on s'autodétruit, on s'auto-sabote et forcément, on ne mérite pas d'être heureux parce que qui pourrait aimer quelqu'un qui a totalement plongé dans des addictions? Donc voilà, on a fait un petit tableau de l'auto-sabotage. Est-ce qu'il y a des Quel choses beau que tableau. ah! Non, j'ai oublié quelque chose qui pour moi est très important Ah et oui, bah souvent oui. qu'on ne voit pas, c'est que derrière l'auto-sabotage peut se cacher une loyauté familiale. C'est-à-dire que si mes parents n'ont pas réussi, si mes parents n'ont pas été heureux, pourquoi moi-même je mériterais de réussir ou d'être heureux? Ou même à l'inverse, ça peut être des parents qui ont tout eu sur un plateau, qui ont vraiment eu une belle réussite, qui ont réussi leur couple et le niveau est tellement difficile à atteindre que forcément, beh, on va peut-être pas se risquer là-dedans et on va s'auto-saboter. Donc voilà un peu pour le portrait de l'auto-saboteur et l'auto-saboteuse et est-ce que tu aurais des choses à rajouter, Anne-Gaëlle? Ah plein! Hem, eh bien, tu avais parlé d'ailleurs du côté du bonheur et ça m'a fait, pop-up un peu dans la tête en me disant: «Il y a aussi, le côté où on se dit: "À quoi bon essayer d'atteindre le bonheur puisque on risque de me l'enlever"?» C'est C'est ça. pas seulement est-ce que je le mérite, c'est carrément à quoi bon? À quoi bon mettre autant d'énergie puisqu'au bout du compte,
soit le job risque de se finir, soit la personne risque de me quitter parce qu'on n'a pas le contrôle, en fait, sur l'incontrôlable et c'est ça aussi la magie de la vie. Mais donc c'est là où, ça peut aussi être intéressant pour faire le petit pont avec la procrastination, vu qu'après on en arrive à procrastiner et c'est vrai que la procrastination, elle a mauvaise réputation et moi je l'aime beaucoup la procrastination. Alors pour 2 raisons. C'est que la première, c'est que pour moi, la procrastination, quand j'en viens à ce moment-là, c'est que mon projet n'est pas au clair. Donc j'ai besoin de prendre du recul et de la hauteur pour pouvoir mettre le projet au clair, mettre des nouveaux passages à l'action et pouvoir me remettre en action. Mais j'ai besoin de procrastiner parce que si j'ai toujours mon nez dedans, eh bien, mon esprit ne fait pas de pause et la pensée ne peut pas jaillir et une pensée ne peut jaillir que quand elle a de l'espace de stockage, quand il y a du un peu plus de silence. Parce que sinon on est tout le temps dans la moulinette et on n'a pas le temps, en fait, de penser et de laisser la créativité jaillir. Donc moi, pour moi, la procrastination est vraiment, extrêmement, intéressante et aussi parce que, et donc ça, je l'ai lu dans plusieurs livres qui parlent de la structure en arborescence. Et donc, par exemple, le petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. C'est un livre de Béatrice Millettre. Je pense que je l'ai déjà partagé dans un autre, podcast qu'on avait fait, mais je le repartage aujourd'hui. C'est que les personnes en structure en arborescence démarrent d'un projet prioritaire et il faut savoir que ces personnes ont besoin de 5 projets sous-jacents pour pouvoir amener le projet prioritaire à bien. Ce qui veut dire que dans ce projet prioritaire, on va faire des pauses et de temps en temps, on va appeler ça procrastiner. Bah oui, mais pendant ce temps-là, j'ai fait autre chose, donc du coup, j'ai procrastiné sur mon premier projet. Non, en fait. On n'a pas procrastiné sur le premier projet, c'est qu'on a eu besoin d'aller voir ailleurs pour avoir des nouvelles informations qui vont venir nourrir notre projet prioritaire. Et ça, pour moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est aussi, réaliste de se dire qu'on n'est pas obligé de terminer un projet sous-jacent. Parce que les 5 projets sous-jacents ne sont là que pour nous donner l'information et peut-être que l'information, elle est dans les 10 premières minutes où on se sera donné à ce projet ou, au bout de 4 jours et peut-être qu'on ne les terminera jamais parce qu'en fait, ces projets ne sont pas créés pour qu'on les termine. Ils sont créés, encore une fois, pour nous donner une information qui va venir nourrir ce projet prioritaire. Donc la procrastination, pour moi, oui, elle est importante, je trouve, dans la vie. C'est ce qui nous permet un temps de pause, mais lorsque on laisse la peur d'y arriver et Mmh. qu'on utilise la procrastination pour ne pas passer à l'action, là, alors on rentre dans une dérive et un excès de procrastination. Mais je pense qu'à la base, en tout cas, c'est mon avis, à la base, la procrastination n'a rien de mauvais ou Négatif. désagréable ou négatif ou appelons ça comme on veut. C'est un outil qui nous permet de prendre une pause. Et bon, voilà, donc là, je te rends la balle avant de partir sur les dépendances parce que je pense qu'il y a des Mais choses à dire. oui, et qu'est-ce qui se cache derrière les peurs? Parce que c'est ça, on parle de peur, mais peur de quoi? Mais il va y avoir la premièrement, la peur de l'échec. Parce que on est dans une société où on nous apprend pas à échouer. On nous apprend à réussir, on nous apprend la performance, mais on nous apprend pas à échouer. Alors que la peur de l'échec, justement, l'échec fait partie de l'apprentissage. Parce que si on se brûle, c'est comme un enfant quand on lui dit: «Ne touche pas le feu, tu vas te brûler». Tant qu'il a pas mis la main dedans, il peut pas savoir si ça brûle, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi brûler, c'est quoi la sensation sur la peau. Il a besoin d'aller tester, de mettre le doigt dans le feu pour savoir exactement: «Hi, ça fait mal, c'est C'est chaud, ça fait des cloques». ça, C'est c'est une expérience qui amène une valeur ajoutée, des informations oui, supplémentaires. Donc en fait, on appelle ça échec et on l'a rendu, comme tu dis, mauvais, parce qu'on n'a pas le droit, en fait, d'échouer. On nous apprend qu'il faut réussir, mais surtout on nous apprend qu'on n'a pas le droit d'échouer parce qu'échouer, c'est mal, alors que c'est simplement une valeur ajoutée à l'expérience. ouais, exactement, c'est une valeur ajoutée parce que quand on va échouer, il y a forcément des apprentissages qui sont dessous.
des fois, on le voit pas de suite, mais quelques années plus tard, on se dit: «Ah, ben oui, ben si je me suis plantée là, c'est que, ben c'était pas ma voie là ou c'était pas fait pour moi», peu importe. Donc il y a la peur de l'échec, il y a la peur du changement. Parce qu'il faut savoir qu'on est plus confortable dans quelque chose qu'on connaît qui est inconfortable et on est plus inconfortable dans l'inconfort de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est sûr qu'on va préférer rester dans cet endroit qui est: «Hi, c'est inconfortable, mais je le connais, donc je sais comment réagir, je sais comment le Je sais manier, à quoi m'attendre, je je sais sais à à quoi quoi m'attendre. m'attendre». Alors que l'inconnu, ouh, beh, là, je sais pas vers quoi je vais. Ouais. C'est vraiment totalement inconfortable de sentir cette émotion de pas savoir vers quoi je vais. Donc pourquoi je ferais du changement dans ma vie? C'est totalement, du reste, je vais faire un petit partage. Ce week-end, j'ai été voir, Kung Fu Panda 4. Donc, je suis une grosse fan de Po et le défi de Po, c'est d'abandonner son statut de dragon guerrier pour devenir un être spirituel. Et pendant tout l'épisode, c'est ça. Il refuse, il veut pas sortir de son statut, il est réfractaire à ça et parce qu'il a la peur du changement. Il sait pas ce que c'est que de devenir un maître spirituel et Mmh mh. souvent c'est ça le changement. On se dit: «Bah non, là je suis vraiment bien dans ma situation, mais je sens qu'il y a des trucs qui vont pas, je vais pas les changer là, Ah bah donc non. Mmh. on bouge pas». Et Non, du c'est trop coup, risqué, tu trop imagines? risqué, c'est beaucoup trop risqué. Donc je vais pas vous raconter la fin du film, hein, mais Bah non, bah non, bah non, c'est bah non. ça. Mais Pas de spoil, pas de spoil. c'était vraiment des beaux parallèles sur sortir de sa zone de confort, la peur du changement, peur de l'échec aussi, parce qu'il avait peur d'échouer en tant que maître spirituel et il s'auto-sabotait. Il faisait tout pour ne pas aller vers là où c'est qu'il devait aller. Donc c'est ça, mais il y a aussi, la peur de ne pas être à la hauteur face aux autres. C'est-à-dire que si je m'engage dans quelque chose et que au final on retombe sur l'échec, qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que va penser ma famille? Qu'est-ce que va penser mon entourage, mes amis? Mais et puis la société en général, on a tendance à croire qu'on va avoir une grosse étiquette marquée sur le front: «J'ai Mmh. échoué». Ouais. Pas du tout. Justement, moi j'habite, au Canada. Il faut savoir que l'échec en entreprise est souvent valorisé parce que quelqu'un qui va mettre sur son CV qu'il a fait couler 2 entreprises aura plus de chances d'être retenu que quelqu'un qui n'a jamais monté une entreprise. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il a forcément appris des choses en ayant fait couler ses entreprises, donc il va pas les répéter. Et souvent, c'est ça, c'est de se dire: «Bon, c'est inconfortable, je suis pas bien là-dedans. Comment je peux faire pour mettre un petit parachute derrière moi? Et comment je peux m'accompagner là-dedans?» Puis souvent, moi, j'ai tendance à dire: «On fait le plus petit pas possible». Ouais. Et c'est pas toujours évident. Et il y a aussi, du coup, on retombe sur la faible estime. Ça, c'est l'épisode précédent du Ouais. podcast. Si on a une faible estime de nous-mêmes, ben, on va avoir tendance à s'auto-saboter. Oui. Oui et là, j'ai envie de juste rebondir sur les, dépendances que tu avais parlé, Oui. au départ. Je trouve que les dépendances, pour, en avoir eu, moi aussi, hein, je veux dire, surtout à la cigarette, l'alcool social, aussi. J'étais Mmh. incapable de sortir sans boire un verre. Aujourd'hui, je suis incapable de sortir sans avoir mon eau chaude. Hem, mais je trouve que la dépendance est très, bah, évidemment, elle est nocive, mais elle est fourbe parce que c'est un peu, comme si on mettait une armure. En fait, on la prend comme défense. On se dit: «OK, c'est mon armure, avec ma cigarette, avec mon verre et ben, je suis mieux acceptée». Bah, moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 11 ans, c'est tôt, pour pouvoir être intégrée et donc c'était
de l'auto-sabotage complet envers moi-même avec un manque de respect pour mon corps énorme. Hem, mais je l'ai fait parce que pour moi, c'était comme une armure et c'est là où c'est très, c'est j'ai pas le mot, c'est très vicieux, voilà. Parce qu'on essaye d'être doux et douce envers nous-mêmes, parce qu'on se dit: «OK, je vais prendre une petite béquille pour m'aider et pour y aller parce que je suis obligée d'y aller, c'est hyper inconfortable donc je vais m'aider». Prenons le chocolat, hein, on parle des vices comme cigarettes et alcool, mais drogue et cetera, mais je veux dire le chocolat, la nourriture, c'est quelque chose de c'est un vice, horrible, très difficile et c'est là où les dépendances sont compliquées. C'est parce qu'à la base, on les prend pour essayer d'être doux et douces envers nous-mêmes, Oui, pour essayer de nous apporter du réconfort et c'est là où c'est très compliqué parce qu'on doit se faire violence, vraiment violence pour être bon, être sain envers nous-mêmes et c'est là où dans le cerveau, en tout cas dans le mien, ça matchait pas parce que forcément si je suis douce envers moi, beh, c'est que je suis allez, je peux pas être méchante et douce envers moi, ça ne cadre pas et en fait, c'est vrai. C'est vraiment ce côté très, très fourbe, très, très vicieux de la dépendance qui brutalise le corps et l'esprit, surtout l'esprit évidemment. Aujourd'hui, en juillet, 2020 non, le 15 août 2024, ça fera 10 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai toujours envie d'une cigarette. bah, Alors, je n'ai pas envie de sentir la cigarette parce que je ne supporte pas quelqu'un qui fume, mais vraiment je supporte pas l'odeur, mais j'ai envie d'une cigarette. On explique, de et ben, il est là le problème. Il est là l'auto-sabotage, c'est qu'il y a la peur, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Faut pas oublier que quand on arrête de fumer, par exemple, on commence à tousser et il y a des personnes qui doivent continuer de fumer parce que si elles arrêtent, les problèmes de santé sont plus embêtant que s'ils n'arrêtaient pas. Donc, c'est vraiment du pur auto-sabotage que la dépendance. Et donc, après on bon évidemment là je parle de tout ce qui est drogue et tout, mais il y a la dépendance affective, il y a oui, il y a tellement de côtés auto-sabotage avec les dépendances que, hem, réaliser, j'ai envie de dire, qu'on peut être doux et douce envers nous-mêmes. On a le droit d'avoir du bonheur sans se faire du mal. On n'est oui, pas obligé de se faire du mal pour être accepté, pour être aimé, pour être considéré, parce que la seule personne le seul moyen de ressentir tout ça, c'est de s'aimer soi, se considérer soi et on revient avec l'épisode précédent de l'estime de soi. Voilà, exact. je Puis, te passe la main. l'addiction aussi, c'est compliqué parce que, comme tu l'as très bien mentionné, tu vois, tu as toujours envie de cigarette, puis quand tu arrêtes, il y a des problèmes de santé qui arrivent. Ça, c'est pour la cigarette. Mais quelqu'un qui est dans la drogue ou même dans l'alcool, il va y avoir des réactions physiques tellement violentes. Ça peut être des spasmes, ça peut être des sueurs, Oui, ça peut être des douleurs absolument partout dans le corps, qu'on se dit: mmh, «Mais pourquoi je vais arrêter? Je peux pas tout à fait. arrêter, c'est impossible». Et du coup, c'est dangereux parce que on se maintient dans cette boucle-là d'autodestruction et on finit par vraiment ancrer cette croyance de: «Je ne mérite pas d'être heureux». Oui, J'ai fait une séance la semaine dernière avec une cliente qui, elle, avait c'était sur un autre sujet, mais on est tombé sur l'autosabotage. Où c'est qu'on a été défaire justement une pensée limitante et à un moment donné est monté le: «Je ne mérite pas d'être heureux». Et on a commencé à creuser et c'est là que je vais vous inviter à vous poser la question: pourquoi vous ne méritez pas d'être heureux? Quelle est la pensée limitante qui se cache derrière ça, qui fait ouais, que vous n'avez pas le droit d'être heureux? Dans le cas de ma cliente, c'était que on va forcément me l'enlever parce qu'elle avait eu des expériences passées où c'est que toutes les fois où c'est qu'elle avait été heureuse, ça avait été de courte durée, puis il y avait eu un événement qui a fait que ce bonheur-là, on lui avait pris. Mais du coup, petit à petit, au fil des ans, beh, elle a commencé à y croire fermement. Puis quand j'ai posé la question: «Mais à combien sur 10 tu y crois?» 10 étant: «J'y crois absolument». Elle était à 9 sur 10, ce qui est mmh, énorme. C'est l'équivalent de 90. Donc mmh. j'ai vraiment envie de vous inviter à vous poser la question: c'est
pourquoi vous ne méritez pas d'être heureux? Pourquoi vous ne méritez pas de réussir? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est parce que vous avez une loyauté envers votre famille? Parce que ça peut être ça aussi, hein, je l'ai mentionné au début du podcast. Ça peut être: «Beh, mes parents, ils ont pas été heureux, pourquoi moi je serais heureux?» Ou «Mon frère, ma sœur n'est pas heureux, pourquoi moi je mériterais d'être heureux?» Parce que si moi je suis heureux, beh, forcément ça va te faire du mal à l'autre. Il va me voir épanoui, donc je vais lui renvoyer quelque part de la souffrance, là où c'est que lui, il échoue. Et puis Mmh. on revient sur l'épisode du miroir, je sais plus quel numéro d'épisode c'est, mais je mettrai l'épisode en commentaire, oui c'est ça, en commentaire. Mais tout ça pour dire que posez-vous vraiment cette question: «Qu'est-ce qui fait que je ne mérite pas d'être heureux?» Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une pensée limitante? Est-ce que c'est une loyauté avec quelqu'un de mon entourage? Est-ce que c'est un objectif que je me suis mis tellement haut qu'il n'est pas réalisable avec tous les éléments qui sont autour de moi pour X raisons? Mais c'est vraiment aller faire une introspection là-dedans. Puis si jamais vous êtes dans la procrastination, dans des addictions, c'est aussi ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure, notamment pour les addictions. Les Oui. addictions, moi j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient dans les addictions. Je me suis même posé à un moment donné la question si j'avais pas un problème. Mais quand je parle d'addiction, c'était vraiment des addictions à la drogue et à l'alcool. Et c'est souvent des gens qui ont ce discours de: «Je n'ai pas de problème, je n'ai pas d'addiction». Il faut juste posez-vous la question de combien de verres d'alcool vous buvez par jour? Ou quand vous êtes en soirée, est-ce que vous arrivez à passer une soirée sans boire un verre? Est-ce que vous êtes capable de passer une journée sans prendre de la drogue? Mmh. Et c'est là que petit à petit, on va peut-être commencer à mettre en lumière le fait que: «Hi, j'ai peut-être des addictions». Puis c'est pareil pour le chocolat. Bah, le chocolat, c'est moins nocif, mais c'est plus vicieux. C'est-à-dire Attention, le chocolat, a un effet, très perturbateur au niveau du côlon, les gros intestins côlon et ça perturbe complètement, tout le système donc c'est un petit carré, c'est bien, quand la on n'est pas tablette, capable là, voilà, quand on n'est pas capable de s'arrêter après une tablette, chaque jour et là, ça commence à devenir un problème et même quand on n'arrive pas à se passer d'un morceau, même si c'est un carré par jour et qu'on devient nerveux parce qu'on n'a pas notre carré sur la journée, là aussi, il y a une question à se poser. oui, il y a une À question à se partir du poser. moment où le comportement se modifie Oui, parce qu'on n'a pas l'élément, c'est ça. c'est Puis le moi, je trouve que souvent les signes physiques, c'est on commence à transpirer, à être pas oui, bien, le oui, cœur qui oui, palpite parce oui, qu'on n'a pas eu sa dose, peu importe de oui, quoi, de sucre, d'alcool, de chocolat, de drogue. Quand il commence à y avoir ces symptômes physiques-là de: «Il me le oui, faut», oui, c'est ça, c'est ça. j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que vous avez une addiction. Ah oui, non, carrément. Je rebondis juste sur le côté addiction, alcool. J'ai lu un oui, parce que j'aime bien lire certains livres, Charles Pépin, «Vivre avec son passé» et il mentionne le côté, en tout cas avec l'alcool et je ne connaissais pas, cette donnée. C'est que donc on dit souvent que les gens qui boivent, boivent pour oublier, sauf que l'alcool, heu supprime la mémoire à court terme et pas la mémoire à long terme. Ce qui veut dire que a priori, lorsqu'une personne boit, c'est souvent par des blessures, qu'elle a encore, subies par des traumas. Du coup, on va essayer d'être doux envers nous-mêmes, on va essayer de s'aider pour oublier ce mauvais pas. Mais sauf que la seule chose qu'on va oublier, c'est ce qu'on a mangé le matin, c'est la personne qu'on a vue, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait dû ou que le planning et cetera et ça, c'est important à réaliser, en tout cas lorsqu'on a cette addiction à l'alcool, c'est que la raison pour laquelle on boit est une raison qui ne s'effacera jamais. Donc,
on va encore une fois oublier la mémoire à court terme, mais pas la mémoire à long terme et celle-là, elle reste et donc comme la mémoire à long terme n'a pas été effacée, la personne recommence à boire pour essayer d'oublier et quand elle revient à elle-même, elle se dit qu'elle a toujours pas oublié et elle revient parce que c'est douloureux, parce que le souvenir est toujours là et cetera et donc là, je reviens à ce que tu as dit, le seul moyen selon moi pour pouvoir passer à cette, douleur, en tout cas l'annuler, s'en libérer, c'est d'appeler à l'aide et appeler des personnes, qu'importe que ce soit kinésiologue, chaman, coach, psychologue, la personne en tout cas, que votre corps appelle en Oui, premier et ça c'est et important, et des fois, ça peut même être un proche de la famille, hein. C'est pas tout à forcément fait, d'aller voir un tout à professionnel. fait. Ça peut Ouais, être un ami à qui vous pouvez vous confier. Ça peut ouais. être, un parent avec qui il y a un Mmh. discours qui peut être, installé et ça, c'est précieux aussi les parents, hein. Puis je vais rebondir sur ne pas mériter d'être heureux. C'est souvent aller interroger peut-être ses parents du fait: «Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance?» que j'ai Oui. ancré cette croyance, cette pensée limitante de me dire: «J'ai pas le droit au bonheur». Il y a Mmh. forcément quelque chose dans notre passé qui est venu petit à petit installer ça à l'intérieur de soi. Je vais prendre mon exemple personnel. Donc moi, je vis au Canada, je suis nouvellement citoyenne canadienne. Ça m'a pris 6 ans et demi pour devenir citoyenne et tout au long de mon parcours, j'avais aucunement l'idée que j'allais toucher à une histoire familiale. L'histoire familiale, c'est que mes grands-parents et mon père sont pieds noirs, donc ils sont nés en Algérie, puis pendant la guerre d'Algérie, un matin, je fais court, mais on est venu toquer à la porte, puis on leur a dit: «Vous prenez vos valises, vous rentrez en France». Sauf que la France, ils étaient jamais allés, ils l'avaient jamais connue, ils savaient même pas ce que c'était. Pour eux, c'était pas leur pays, c'était pas chez eux. Et au final, moi, dans mon parcours en arrivant au Canada, je me suis pas rendu compte que j'étais comme venue régler cette histoire familiale et je me suis faite accompagner par un thérapeute et à un moment donné, j'étais vraiment dans de l'auto-sabotage et à un moment donné, lors d'une séance, il y a ça qui sort: «Je ne mérite pas de dépasser mon père». C'est-à-dire que je ne mérite pas d'être reconnue en tant que canadienne parce que mon père n'a pas eu le droit de rester en Algérie et ça peut être tout bête, hein, c'était une histoire que je connaissais, hein, qui puis c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de mon père. Mais Mmh. c'est venu comme entraver mon propre parcours, puis je m'auto-sabotais dans plein de choses et j'avais cette pensée-là de me dire: «Bah, je peux pas le dépasser parce que si je le dépasse, ça signifie que j'ai réussi là où lui, il a échoué». Ouais, Donc j'avais peur de lui renvoyer dans la tête ma réussite et de mmh, réveiller chez lui son échec. tout Et à ce fait. qui peut être très perturbant parce qu'on se dit: «Ben non, je peux pas réveiller Bah, l'échec». personne n'a envie de faire souffrir Non, ses parents, hein. c'est ça, on veut pas faire Mmh. souffrir nos parents, on veut pas leur infliger des choses qu'ils ont vécues, alors que nous ne sommes pas responsables de leur histoire. On est Tout responsable ça pour du bonheur, tout ça pour du bonheur, tout ça pour juste du du bonheur. Alors autant nous retirer ce bonheur si on peut préserver la personne qu'on oui, oui, et oui. oui, donc Ah, en tout cas, partage tout à fait personnel, bah, mais merci tout ça beaucoup. pour dire que bizarrement, chaque fois que je sortais d'une séance de thérapie, mon processus d'immigration s'accélérait. C'est fou, hein. Il y avait plein de choses qui se débloquaient. Puis, en tout cas, c'est souvent se poser la question: «Pourquoi je ne mérite pas d'être heureux? Ouais. Pourquoi je mérite pas le bonheur? C'est Pourquoi je ne quelque mérite pas le chose, bonheur? c'est Pourquoi je ne mérite pas la réussite? Qu'est-ce qui fait que ouais. j'ai pas le droit de réussir? Pourquoi je ne mérite pas l'amour? Pourquoi je ne mérite pas l'amour? Et Pourquoi?» ouais. et là, je vais prendre aussi un exemple d'un cas que j'ai pu avoir avec, un de mes clients ou mes clientes. C'est une grossesse qui a eu lieu hors mariage. C'est-à-dire que le papa était en processus de divorce, puis il avait rencontré sa nouvelle femme et du coup, comme il n'était pas encore divorcé de sa première femme, il voulait pas mettre en lumière le fait qu'il avait enclenché
une nouvelle, une nouvelle relation et que de cette relation-là, il y avait un bébé qui était en cours de procréation. Donc Ouais. on a caché la grossesse, on n'a absolument rien dit jusqu'au, bah, il y a un bébé qui est né. Sauf Ouais. que, bah, forcément, si je suis mis en lumière, donc si je réussis dans la vie, potentiellement, j'ai l'autre famille qui peut Ah oui. venir me taper sur les doigts parce que je n'ai pas le droit d'exister. Oui, Je tout n'ai à fait. pas ce droit-là d'être mis en lumière parce que je suis une conception hors mariage pendant un divorce. Ouais. Donc ça peut parfois aller loin, hein, parce qu'il faut savoir aussi que, ce que le bébé vit pendant la grossesse, tout ce que la maman vit comme émotion, elle le transmet aussi au bébé. Donc si pendant la grossesse, il y a eu cette notion de: «Je dois me cacher», beh, forcément, je ne peux pas réussir parce que la réussite souvent attire la lumière sur nous et attire le fait que, je vais être reconnue Mmh. dans ma réussite. C'est ça, exactement. Donc heu, Je plus sois toutes tes paroles. c'est ça. Donc je pense qu'on va terminer cet Oui, épisode-là. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres choses à rajouter, hein, parce qu'on n'est pas non oui. plus des expertes, en autosabotage, même si Oui on et a qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en lumière par rapport à vous? Est-ce que vous avez réalisé certaines pensées? Bah, en tout cas, partagez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. c'est ça. On est Si vous toujours avez des là, questions, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir d'y répondre. En tout cas, on vous a partagé notre angle de vue, nos expériences, ce qu'on a pu en déduire par rapport à nos propres autosabotages, hein, parce que oui. c'est ça Ah, il y aussi, en a eu. il y en a eu. Et Mmh. on n'est pas à l'abri d'être totalement sorti parce qu'en ce moment, Oui, ça va bien, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. oui, Mais c'est ça, beaucoup de bienveillance envers vous-même et beaucoup d'amour. tout à fait. À À bientôt. bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt!